La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Eh bien donc, on est ravis de vous retrouver pour notre 10e ensemble, belle longévité. Donc vous êtes juriste, membre de l'association pour une constituante. Et nous sommes aujourd'hui avec Vincent Cizère. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de Nanterre. Et vous allez nous aider à décrypter ce projet de loi. On aura au téléphone tout à l'heure Christian Rodriguez, donc qui travaille avec les mineurs et donc qui nous donnera un éclairage complémentaire. Alors, donc on l'a dit, ce projet il est très polémique, ça fait longtemps qu'il traîne, il a été l'objet de différents affrontements, notamment entre Manuel Valls et Christiane Taubira qui portent le projet. Alors maintenant que Valls est Premier ministre, on ne sait pas ce qui va se passer. Bref, vous allez nous dire ce que vous en pensez. L'objet, c'était notamment de supprimer les peines planchées, notamment d'organiser les peines en milieu ouvert. On en a parlé à un moment. Est-ce que c'est toujours le cas ? Comment surveiller ? Est-ce qu'il faut surveiller les détenus qui sortent ? Voilà, c'était toutes les questions posées par ce projet. Alors, pour démarrer, qu'est-ce qu'il faut entendre par réforme pénale ? C'est un projet de loi donc sur les peines, mais aussi sur l'information du suspect sur les procédures pénales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors en fait, il y a dans le débat public, la réforme pénale souvent ne renvoie qu'au projet de loi relatif à la prévention de la récidive, donc relatif à la peine. Mais en réalité, il y a un mouvement de réforme beaucoup plus vaste qui, pour partie, est relatif à la peine, donc à la sanction pénale, mais également pour partie relatif à le renforcement des droits des personnes arrêtées avant procès, qui seront poursuivies et, le cas échéant, placées en garde à vue. Et c'est un autre projet de loi qui est actuellement en cours d'examen au Parlement, qui devrait être adopté avant le mois de juin et qui fait suite à une directive européenne qui impose aux États de renforcer les garanties des personnes suspectées. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un mouvement beaucoup plus vaste et ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte dans lequel s'insèrent ces projets de loi. On n'est pas du tout uniquement dans un débat entre la ministre de la Justice et son homologue de l'Intérieur, maintenant à Matignon, mais dans un conflit beaucoup plus vaste qui, pour faire simple, oppose une conception de la justice pénale inspirée de l'héritage républicain, et c'est pour ça que l'association pour une constituante intervient dans le débat, puisque en réalité ce qui est en jeu c'est la mise en œuvre effective et pérenne du modèle répressif républicain qui a été formalisé dès 1789, et l'opposition à ce modèle qui est incarné aujourd'hui notamment par le ministère de l'Intérieur pour partie et puis par l'opposition parlementaire, mais qui en réalité existe depuis qu'on a proclamé le modèle répressif républicain en 1789. Donc je pense que c'est important pour bien comprendre quel est l'enjeu, c'est pas Christiane Taubira contre le reste du monde, c'est veut-on vraiment un modèle répressif fondé sur l'idée donc de l'égalité des délits et des peines, donc la lutte contre l'arbitraire, l'idée d'une répression modérée, proportionnelle à la gravité des faits, et puis une répression individualisée, adaptée à la situation de chacun, et qui vise à l'amendement, donc à l'amélioration, à la fin de la récidive, plutôt qu'une répression brutale auquel on a assisté notamment depuis 10 ans. Alors, il y avait notamment la question des peines planchées qui avait été mise en place par une loi sous Sarkozy. Le problème des peines planchées, c'est que il y avait une sorte d'automaticité. Si c'est correct, qui a obligé le juge à donner une peine minimum. Donc là, c'est pas individualisé, c'est peine minimum pour tout le monde.
Tout à fait. Alors en fait, sur ces peines minimales, il faut savoir que les peines minimales existaient dans notre droit finalement depuis le Code pénal de 1810, mais en réalité en 1832, on a institué les circonstances atténuantes qui permettaient aux gens de descendre en dessous des minimaux. Donc depuis cette époque-là, il n'y avait plus vraiment de peine minimale. En 1994, on a supprimé purement et simplement les peines minimales, donc il n'y avait plus qu'un maxima. Et puis en 2007, on a réintroduit ces peines minimales, sous l'ancienne présidence, dans vraiment une optique de rigidité punitive, c'est-à-dire il fallait obliger les juges à envoyer les gens en prison. C'était vraiment le message. Donc en réalité, quand la personne était en état de récidive, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, ça n'a pas changé la loi là-dessus, eh bien on est obligé, sauf motivation spéciale, on est obligé d'envoyer la personne en prison pour une certaine durée fixée par la loi. Donc c'est bien le but, et ça a conduit évidemment à un allongement considérable de la durée d'incarcération. On estime qu'il y a environ 4000 années de prison supplémentaires, si on additionne toutes les peines supplémentaires qui ont été prononcées dues à cette loi, 4000 années, donc ça explique la surpopulation carcérale considérable. Cela dit, compte tenu des problèmes, il faut savoir que c'est assez peu prononcé par rapport au cas où ça pourrait être prononcé, puisque ce n'est prononcé aujourd'hui que dans 30% des cas. Donc les magistrats ont une forme de résistance par rapport à ça, parce qu'ils voient bien le caractère complètement délirant des peines où on peut se retrouver, si vous volez une pomme avec votre petit frère, en dégradant l'emballage, vous devez partir 3 ans en prison. C'est ça les peines planchées. Donc on aboutit à des peines complètement délirantes, et avec des problèmes d'exécution et de surpopulation carcérale. Donc évidemment, un des axes, mais c'est pas le seul, loin s'en faut, du projet de loi sur la peine, c'est de supprimer ça. Vous voulez dire que les magistrats ne respectent pas la loi là en ce moment ? Ils la respectent, mais ils inversent le principe et l'exception. Le principe, c'est vous êtes en récidive, vous partez X années en prison suivant la peine encourue, si c'est 10 ans, c'est 4 ans, et ainsi de suite. L'exception, c'est que si on estime qu'il y a des garanties d'insertion, on peut descendre. Et on peut aménager. On a tendance à considérer, les juges ont tendance à considérer qu'il y a l'exception, et dans beaucoup de cas, y compris lorsque la personne n'a pas beaucoup de garanties d'insertion, on fait comme si, pour éviter d'avoir à prononcer une peine qui est totalement délirante. Alors donc, est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez nous citer de l'intérêt de l'individualisation de la peine Oui, tout à fait. Alors, dans le projet de loi tel qu'il devrait se présenter au Parlement, il y a la suppression la révocation automatique des sursis, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous condamnez quelqu'un à une peine avec sursis, c'est-à-dire qu'une peine qu'il n'exécute pas s'il ne commet pas de nouvelle infraction, s'il commet une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans, la peine tombe automatiquement, sans que le juge ait à le motiver spécialement. Donc ça va être supprimé. Est également appelé à être supprimé tout ce qui concerne les dérogations spécifiques pour les récidivistes, qui aujourd'hui ont des peines qui sont moins facilement aménageables. Ça devrait être supprimé. Donc c'est l'ensemble des choses qui finalement rendent la peine automatique qui devraient être supprimées, parce que on sait que plus la peine est individualisée, déjà plus elle est proportionnée, donc plus elle est conforme à l'exigence républicaine et constitutionnelle aujourd'hui de proportionnalité de la répression, et puis surtout plus elle est efficace, puisque elle va être vraiment adaptée à la situation de la personne. Il faut savoir quand même que, alors on a peu d'études en France, mais on sait que à infraction égale et à profil égal, le taux de renouvellement d'une infraction, de récidive au sens large, est de 62% si la personne a une peine de prison, et il n'est que de 30% si la personne a une peine en milieu ouvert. Donc l'enjeu, il est surtout, il est à la fois en termes de respect des droits, mais aussi en termes d'efficacité de la réponse pénale. Il y a également un autre point dans le projet de loi, c'est notamment son article 4, qui prévoit la césure du procès pénal, c'est-à-dire que dans un premier temps, le juge se prononce sur la culpabilité de l'accusé, et dans un deuxième temps, après une enquête sur la personnalité de l'accusé, les circonstances de la commission de l'infraction, etc., il prononcera à ce moment-là la peine, la sanction, donc applicable donc aux délinquants. Donc c'est une tendance très forte là aussi à l'individualisation de la peine, puisque le juge prend son temps, si j'ose dire, entre guillemets, pour faire en sorte qu'une enquête soit diligentée sur la personnalité de l'accusé, le contexte qui était le sien, etc., etc.
Alors donc si je vous entends, ce projet va plutôt dans le bon sens. S'il aboutit. Alors on parle justement, vous y avez fait allusion, d'organiser des peines en milieu ouvert. Donc ça a un effet bénéfique, ou en tout cas moins mauvais que d'envoyer les gens en prison parce qu'ils récidivent moins. Donc qu'est-ce que c'est que ces peines en milieu ouvert ? Alors en fait, on appelle le milieu ouvert toutes les peines qui sont exécutées en dehors d'un établissement carcéral. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est déjà, et depuis longtemps, la grande majorité des peines. Les 2/3, voire plus des peines, sont des peines de milieu ouvert. C'est pour ça on le sait pas, effectivement. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que dans le grand public, on a l'impression que ce serait la révolution, qu'on mettrait plus personne en prison. D'ores et déjà, vous avez environ 67 000 personnes aujourd'hui incarcérées. Vous en avez plus de 160 000 qui exécutent des peines en milieu dit ouvert. Donc ce sont deux grandes catégories de peines, et pour l'essentiel, c'est le travail d'intérêt général, qui est une peine très prononcée aujourd'hui, qui donc est le fait pour une personne d'exécuter un travail de manière bénévole pour une collectivité publique ou pour une association, et puis le sursis avec mise à l'épreuve, qui est donc le fait d'imposer à la personne de respecter un certain nombre d'obligations et d'interdictions, comme de réparer le préjudice, de suivre des soins, de faire un stage civique, et s'il ne le respecte pas, par contre, il peut retourner en prison. Mais donc c'est déjà la grande majorité des peines, ce sont des peines de milieu ouvert. D'accord. Alors il y a une autre mesure dont on avait parlé à l'époque de Sarkozy, qui avait fait beaucoup couler d'encre, et c'est la rétention de sûreté. Je voulais profiter de vous avoir sur le plateau pour vous en parler. Donc déjà, on peut peut-être expliquer en un mot ce que c'est que la rétention de sûreté, et est-ce que ce projet de loi vise à modifier la donne sur ce point-là ? Alors la rétention de sûreté a été introduite en 2008 et ça vise à soumettre une personne après sa condamnation à un enfermement qui n'est pas formellement un enfermement en prison, mais ça y ressemble très fortement, au titre non pas des faits qu'il a commis, mais des faits qu'il pourrait commettre, c'est-à-dire au titre de sa prétendue dangerosité, concept totalement flou qui ne repose sur aucune évaluation scientifique sérieuse. Donc c'est quelque chose qui évidemment avait été très contesté et demeure très contestable aujourd'hui du point de vue de l'état de droit, puisque contrairement au principe de l'égalité, c'est-à-dire le principe qu'on ne peut pas être normalement soumis à des mesures contraignantes pour des faits qu'on pourrait commettre, mais pour des faits qu'on a commis en conscience, eh bien, on pourrait enfermer, et on peut aujourd'hui enfermer des gens de manière indéfinie au titre des faits qu'ils pourraient commettre. Donc, pour mémoire, ça s'inspire d'un dispositif institué en Allemagne en 1934. Donc, on sait à peu près quel était le régime politique de l'époque. Donc, c'est quelque chose qui, en plus, n'est absolument pas appliqué. Aujourd'hui, vous avez 2 personnes en rétention de sûreté ça n'a pas vocation à concerner beaucoup de monde. Donc est-ce que ce sont les magistrats qui refusent de l'appliquer ? Non, aujourd'hui c'est pas tant ça, c'est que concrètement ça ne concerne que des gens qui ont déjà été condamnés à une peine criminelle longue et qui, à l'issue de cette peine criminelle longue, peuvent aller en rétention de sûreté. Donc aujourd'hui, déjà c'est un nombre très très réduit, ce sont quelques dizaines de personnes par an, et la plupart sont en train de purger encore leur peine de prison, donc ils ne sont pas encore concernés. Mais c'est le problème de ce genre de dispositif, c'est que c'est appelé à s'étendre, et appelé à s'étendre de façon irrationnelle. C'est le propre de la logique répressive sécuritaire, où puisque on prétend garantir la sécurité des gens par la répression, au moindre fait divers, on étend le filet pénal, indépendamment d'une étude d'impact ou de faisabilité ou de nécessité. Ce qui fait que les peines planchées, eh bien, on les a déjà étendues. On les a étendues sans aucun étude d'impact sur ce qui s'était passé, leur efficacité. Elles ont été créées en 2007, on les a étendues en 2011 aux primo-délinquants. Donc, si vous voulez, le risque, lorsqu'on introduit ce dispositif foncièrement anti-républicain, foncièrement contraire à l'état de droit, d'emprisonner quelqu'un au titre des faits qu'il pourrait commettre, c'est qu'on met le doigt dans l'engrenage de quelque chose qui est foncièrement liberticide. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas dans le projet de loi, qui aurait pu y être, mais qui, en raison d'un certain nombre d'arbitrages qui ont été rendus l'été dernier à Matignon, ne figure pas dans ce projet de loi. Peut-être que ça sera introduit par des parlementaires au cours du débat, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le projet de loi.
Oui, c'est une tendance tout de même régressive du droit pénal, cette notion de dangerosité, et qui rappelle le 19e siècle, où certains criminologues et spécialistes des faciès distinguaient le criminel né, etc., sur lequel il fallait particulièrement sévir, etc., etc. Donc ça nous ramène en arrière, donc au 19e siècle, avec une tendance fortement régressive, et ça efface les tendances du 20e siècle du droit pénal, qui allaient dans le sens de l'individualisation des peines et de la réinsertion des condamnés dans la société. Alors que là, ils ont des stigmates, ils sont montrés du doigt, et on veut les sortir complètement du système, même une fois qu'ils ont purgé leur peine, en les considérant toujours comme étant dangereux. Et on voit bien les mécanismes qui sont à l'œuvre. Vous, comme vous disiez, Monsieur Cizère, c'est-à-dire qu'en fait, on met en place la mesure, mais sur un périmètre très restreint, et puis ensuite on élargit progressivement le périmètre. C'est vrai aussi pour les fichiers. Alors au départ, c'est les fichiers, c'est sur vraiment pour les délinquants très très graves, etc. Et puis petit à petit, ça inclut tout le monde. N'importe qui, quoi. Donc on voit bien l'intérêt de se battre contre ces mesures-là dès le début, même lorsque elles ont un périmètre d'application faible. Alors, ça va être le moment de prendre en ligne Monsieur Christian Rodriguez, donc qui est psychosociologue, anthropologue et donc responsable éducatif à la protection judiciaire de la jeunesse. Bonjour Monsieur Rodriguez. Alors, est-ce que Monsieur Rodriguez est en ligne ? Normalement, oui. Alors normalement il est en ligne mais on ne l'entend pas. Alors en attendant qu'il nous rejoigne, Monsieur Rodriguez travaille auprès des mineurs en grande difficulté. Il est expert auprès de l'Institut de justice juvénile internationale des Nations Unies et donc le but c'était de témoigner sur donc son travail auprès des mineurs en grande difficulté. Monsieur Rodriguez ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez... Alors, on parle ce matin du projet de loi sur la prévention de la récidive. Est-ce que vous pouvez, déjà, vous travaillez à la protection judiciaire de la jeunesse, nous expliquer la spécificité du travail auprès des jeunes et la différence de traitement entre les mineurs, les personnes majeures ? Oui, tout à fait. Je pense que la question fondamentale qui se pose pour nous dans ce projet des lois, c'est la question de comment traiter les jeunes qui sont en devenir, n'est-ce pas, ne sont pas les adultes, comment les accompagner dans les milieux ouverts à partir de ce qu'on appelle les aménagements des peines. Là, ce qui est intéressant, c'est que la loi française, il y a une spécificité il faut garder à tout prix, que c'est la question des mineurs en devenir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des adultes, ils ne sont pas un devenir adulte, ils sont des jeunes qui vont vers une autre chose qu'on appelle normalement aujourd'hui les adultes. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que c'est pour nous ce travail ? C'est de les accompagner, d'accepter qu'il peut passer pour des moments où il fait des délits, il va à l'encontre de la loi, mais qu'il peut s'en sortir. Voilà, donc ces projets en cours, c'est qu'ils touchent ce secteur de jeunesse, ce secteur des mineurs, c'est la question autour de comment faire tout pour que ces gamins ou cette gamine ne reviennent plus à la justice. Alors donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les conditions dans lesquelles vous intervenez auprès de ces mineurs ? Quel est votre travail au quotidien ? Oui, notre travail, vous savez, un mineur, il fait une bêtise, un vol, imaginons un vol de portable. Ce mineur, il est pris en charge tout de suite par une équipe spécialisée qui s'appelle des éducateurs de justice. Et ces éducateurs de justice, ils vont accompagner ces processus de réflexion sur l'acte, des contextes où
a été commis le délit, il commence également, il peut comprendre que c'est un acte interdit et que pour cela, il y a une quantité des mesures graduelles, si vous voulez, autour des actes commis. Et au moment que le gamin prend conscience, la justice des mineurs aussi accompagne ça. Et il y a une possibilité graduelle, ça dépend des délits, de comment s'en sortir. Donc au quotidien, ce qu'on fait, c'est de suivre une quantité de mineurs qui font tout le temps des actes qui sont contraires à la loi et on les aide à s'en sortir. Et donc le projet de loi modifie quelque chose en ce qui concerne justement la justice des mineurs? Pour nous, il est un débat, il est toujours ouvert. Oui, ça concerne, c'est que c'est les milieux ouverts. C'est qu'on appelle les milieux ouverts, c'est toutes les mesures qui peuvent se faire au quotidien dans la rue. Dans la rue, ça veut dire pas dans un centre fermé ni dans une prison. D'accord? Oui. Et ces milieux ouverts, et l'idée c'est renforcer encore plus tout l'accompagnement des mineurs. Donc bien sûr, on est au plein de cœur de notre action. Nous pensons que ces mesures doivent se renforcer avec plus de moyens financiers, plus d'éducateurs et plus de milieux ouverts. C'est ça un peu. Quel type de travaux donc des jeunes peuvent être amenés à faire en milieu ouvert, en guise de peine? Et en réalité, nous parlons des sanctions éducatives. Vous voyez, par exemple, il y a les primo-délinquants qui sont des mineurs qui vont faire un délit, la plupart des délits économiques, et, par exemple les vols des portables, les vols des motos, les vols des... Et donc, l'agression, par exemple, des adultes, nous faisons que les actes soient graduels, que la réparation soit graduelle à ce qu'il a fait. Je m'explique, par exemple, un mineur qui vole et qui, des fois, il pousse à des dames âgées, on va y aller vers une maison de retraite, on va le faire travailler 2-3 jours pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il a agressé à des personnes âgées. Vous voyez, c'est la question qui se pose pour les mineurs, c'est une sanction éducative qui ait du sens et qui puisse ouvrir la porte pour réparer l'acte commis. Beaucoup de gens primo-délinquants s'en sortent assez bien. Nous avons des taux de réussite de 80%, 90%. Ce sont des gamins qu'on ne voit plus jamais après dans les affaires de justice des mineurs. Alors, Vincent Cizère, qui est en plateau, vous écoute et souhaitait réagir. Oui. Non, je voudrais juste apporter quelques précisions pour ceux qui nous écoutent sur le contexte justement dans lequel se présente la réforme de la justice des mineurs, qui a aussi été très abîmée au cours des 15 dernières années, avec une tendance très lourde du législateur à supprimer, ou en tout cas à limiter très fortement la dimension éducative, la primauté de l'action éducative de la justice des mineurs et sa spécialisation. Et au titre des mesures phares de la précédente législature, il y avait le fameux tribunal correctionnel pour mineurs qui visait à essayer de soumettre les mineurs à des juridictions pour majeurs, avec l'idée reçue, assez fausse d'ailleurs, mais l'idée reçue qui serait jugée de manière plus sévère. Donc ça, c'est aussi en chantier, et ça aussi, il faut le savoir, c'est malheureusement une disposition qui ne figure pas dans le projet de loi. On n'a pas encore de projet de loi qui supprime ce tribunal correctionnel pour mineurs qui, dans les faits, ne fonctionne pas, ne siège pas, mais qu'il est toujours dans la loi, et on aurait besoin d'une grande réforme qui remette à plat l'ordonnance de 1945, alors qui n'a de 1945 que le nom, puisqu'elle a été réformée à 40 reprises depuis 1945, c'est plutôt l'ordonnance de 2013 si on voulait être tout à fait conforme aux dispositions législatives successives, mais en tout cas on aurait besoin de remettre à plat le droit des mineurs pour restaurer vraiment la primauté de l'action éducative, restaurer vraiment le rôle central du juge des enfants, et pas du procureur de la République, et tout ça, ça fait partie des choses qui mériteraient de figurer dans le projet de loi, ou en tout cas dans un autre projet de loi, et qui, je pense, enfin tous ceux qui ont intérêt, je les encourage à faire pression comme ils peuvent pour que ça y figure à minima, et qu'à minima on supprime le tribunal correctionnel pour mineurs. Je ne peux qu'être d'accord. Justement. Allô ?
Oui, on vous écoute, Monsieur Rodriguez. Je peux être d'accord. Et d'ailleurs, moi-même, je travaille beaucoup un peu partout en Amérique latine, en Espagne, ce qu'on appelle la justice restauratrice, qui est une autre dimension. Je crois qu'il faut sauvegarder à tout prix les caractères éducatifs, d'une justice éducative, d'une justice restauratrice pour les mineurs. La société doit prendre en compte ça, et c'est vrai que c'est pas évident dans des temps et dans des moments où on veut faire qu'un gamin de 13 ans soit exactement qu'un adulte de 21, 23 ans, 24 ans traité du point de vue judiciaire. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on travaille beaucoup au niveau international. Ici, en France, on va être aussi très attentif avec soit présent, comme dit mon collègue, la question de la dimension éducative. Alors effectivement, on voit bien la dimension pédagogique. Si un mineur fait une action envers une personne âgée, on l'envoie travailler dans une maison de retraite. Qu'est-ce que vous appelez justice restauratrice ? Écoutez, au Brésil, par exemple, on fait des expériences où les gamins sont pris en charge de façon collective par la communauté. C'est des stratégies de prévention communautaire. Ça veut dire arrêter d'invisibiliser les jeunes qui vivent dans nos maisons, dans nos voisins, dans nos quartiers, les prendre en charge, les accompagner. Et ces justices restauratrices, par exemple, il va être fait des gamins qui vont participer dans des radios communautaires, qui vont participer à faire des activités en bénéfice de la communauté locale, les quartiers, la ville. Il y a des gamins qui vont s'élever, par exemple, pour accompagner les personnes âgées à la maison de retraite, ou des autres qui vont y aller accompagner les enfants. Vous voyez, ce sont des gamins qui ont fait des actes répréhensibles, bien sûr, mais on offre une possibilité de s'en sortir, et collectivement. Et là, je pense qu'il s'agit ici de rendre public un peu aussi les témoins. Sont des gamins qui sont pas ni des dangereux agresseurs, ni des violeurs. Sont des gamins qui sont dans une autre contexte parfois d'extrême pauvreté, d'extrême misère, et qui ont tout le droit à s'en sortir. C'est ça qu'on appelle la justice restauratrice. Très bien, écoutez, c'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Christian Rodriguez, pour ce témoignage. Je rappelle, vous êtes psychosociologue et vous êtes responsable éducatif à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, merci pour ce témoignage sur votre travail auprès des mineurs en difficulté, et très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt. Voilà, donc on poursuit en plateau et ça va bientôt être l'heure de conclure. Louis, un petit mot. Victor Hugo disait dans Les Misérables, ouvrez une école et vous fermerez une prison. Et je crois que si on fait rapidement un peu la sociologie, sans aucune prétention exhaustive, de la population carcérale actuellement, dans près de la moitié des entrants, ce sont des personnes sans diplôme. En ce qui concerne ceux qui ont la chance, si j'ose dire, entre guillemets, d'avoir un diplôme, les 3/4 ont un diplôme du niveau CAP, et il n'y a que moins de 5% qui ont un diplôme niveau bac, et moins de 3% un diplôme de l'enseignement supérieur. Cela donne une idée de ce qu'est cette population carcérale, et l'on voit bien que tout de même l'école peut être un facteur d'émancipation pour le genre humain, et qui met à l'abri évidemment de certaines tentations qui peuvent à un moment donné inciter à la délinquance, etc., etc. Alors, très bonne propos de conclusion. Donc, ça nous rappelle l'ouvrage de Punir les pauvres, là, de Loïc Vacan, qui était quand même une référence en la matière. Mais alors, est-ce que ce fait que vous rappelez, n'est-ce pas aussi dû au fait que, et là, je me tourne aussi vers Vincent Césaire, que justement, on cristallise la répression sur les populations défavorisées, alors que la délinquance en col blanc, elle est là, elle existe, et elle est absolument pas traitée, ou alors les équipes sont totalement sous-dimensionnées pour traiter ce vaste sujet.
Oui, tout à fait. Alors, ces deux facteurs, c'est qu'effectivement, d'une façon générale, les gens qui commettent des actes de délinquance sont d'un niveau social moins favorisé que la moyenne, hein. Mais c'est aussi que depuis une quinzaine d'années, on a une concentration de la répression sur la délinquance de voie publique, la délinquance visible. C'est pas forcément une pénalisation de la misère au sens un peu caricatural qu'on peut parfois entendre, mais c'est une concentration de la répression sur la délinquance visible, qui est une délinquance commise majoritairement par des gens effectivement qui sont d'une certaine précarité, ou en tout cas ont des difficultés sociales importantes. Et le fait est que la délinquance non visible, qu'elle soit économique ou financière, ou d'ailleurs d'autres formes de délinquance, je pense notamment au proxénétisme, intéresse très peu le pouvoir public, et les condamnations en matière économique et financière se sont effondrées, les condamnations, les poursuites pour proxénétisme sont très rares par rapport à l'importance du phénomène, et on a effectivement une réponse pénale concentrée surtout sur la délinquance de voie publique. Donc pas directement, il n'y a pas vraiment une volonté de pénaliser la misère comme on peut parfois l'entendre de manière caricaturale, mais il y a une volonté de se concentrer sur la délinquance visible et visible dans les beaux quartiers, ça c'est vrai. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. On va en rester là. Pour ce matin sur ce projet de loi. Donc merci Vincent Cizère. Je rappelle, vous êtes docteur en droit et enseignant-chercheur à l'université de Nanterre. Merci Louis Saisy, juriste, membre de l'association Pour une Constituante, donc qui est là chaque mois pour nos rendez-vous réguliers avec l'association Pour une Constituante. Et on était en ligne avec Christian Rodriguez, psychosociologue qui travaille auprès de la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'était notre 10e émission, donc en partenariat avec l'association Pour une Constituante. Pour fêter ça, on va se mettre un petit jingle dont on se lasse pas. Jingle de l'association Pour une Constituante. Alors, bon, il tarde à venir, mais on va y arriver. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association Pour une Constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république bien démocratique. www.pourune